Cette idée que les autres pays ne devraient pas s'inquiéter de ce que nous faisons parce que nous sommes une démocratie stable, mature et pacifique qui ne s'ingère pas dans les affaires des autres a encore du poids à Washington. Je vous le promets, cela a encore beaucoup de poids à Washington. Et pourtant, pour ceux d'entre nous, surtout dans votre position, Pascal, nous savons à quel point cela ne tient pas en dehors des États-Unis. C'est une illusion. C'est une auto-illusion. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. C'est Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une mise à jour avec mon collègue et ami, le Dr Matthew Croston. Le Dr Croston est un expert en politique étrangère russe à l'université de Bowie State, où il est directeur de la division de la transformation académique. Nous avons discuté plusieurs fois au cours des 2 dernières années, mais la dernière fois que nous avons parlé, c'était en août 2023. Nous sommes maintenant en juin 2024 et beaucoup de choses se sont passées. De mon point de vue, tout ne fait qu'empirer, surtout pour l'Ukraine. La situation s'est aggravée pour l'OTAN et elle s'est aggravée en termes d'escalade. Nous en sommes maintenant au point où pratiquement tous les pays de l'OTAN ont donné leur approbation pour utiliser leurs armes contre la Russie proprement dite, pas seulement les territoires disputés comme le Donbass et la Crimée, mais la Russie elle-même, et peut-être même la Biélorussie. Certaines personnes ont envisagé cela, bien que je pense que ce n'était que des analystes qui l'ont dit. Nous avons également l'approbation officielle d'Olaf Scholz pour utiliser des armes allemandes maintenant. Il a été question de troupes au sol. L'armée ukrainienne a été décimée. Je veux dire, cela devient de pire en pire. Et personne ne semble reconnaître Vladimir Poutine quand il dit que nous pouvons aller à la table des négociations sur la base de ce qui a été atteint à Istanbul, mais en tenant compte des réalités sur le terrain. Les Russes le disent encore et encore, et personne ne le reconnaît. Même cette conférence de paix en Suisse est conçue pour exclure les Russes. Vous êtes un expert de la Russie, et vous continuez à regarder la Russie depuis les États-Unis. Ma perception est-elle correcte? Partagez-vous cette évaluation, ou comment voyez-vous l'évolution des choses au cours des 9 derniers mois? Eh bien, c'était peut-être en août 2023, lorsque nous avons parlé pour la dernière fois, mais vous et moi avons également parlé juste quelques semaines après le début de l'opération militaire spéciale initiale. Le terme que j'ai le plus utilisé ici aux États-Unis est théâtre de l'absurde. Si je peux me permettre de me dater, les gens pourraient se souvenir de l'ancienne troupe de comédie anglaise Monty Python. Il y a certains aspects de ce conflit qui, s'il n'y avait pas la mort et la destruction impliquées, seraient matière à des sketchs comiques qui pourraient durer éternellement. L'idée même de ce que vous avez mentionné, l'idée que nous poussons pour un sommet de paix en Europe concernant l'Ukraine et la Russie, mais que la Russie n'est pas invitée au sommet de paix, n'a tout simplement pas de sens. C'est la première étape que je voulais discuter. Vous avez mentionné dans votre excellente introduction quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans ce concept sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, la montée militaire. À l'origine, dans ce conflit, la montée militaire était une préoccupation de l'Europe occidentale, centrale et orientale concernant la Russie. Cela signifiait que ce conflit ne concernait pas seulement l'Ukraine pour la Russie. Si la Russie réussit en Ukraine, elle sera enhardie et deviendra plus audacieuse. Alors très bientôt, la Pologne, la Hongrie et les pays baltes devraient s'inquiéter. Peut-être même que la Finlande et la Suède devraient s'inquiéter. C'était la version de la montée militaire que l'on nous présentait très régulièrement.
Le discours est que nous devons défendre l'Ukraine pour nous défendre nous-mêmes. L'Ukraine nous défend tous. Sinon, les Russes finiront par atteindre l'Atlantique au Portugal. D'accord. Pour moi, là où je fais la plupart de mon travail, et où mon travail est considéré comme précieux, c'est dans la documentation et la discussion des perceptions et perspectives du côté russe. Cela ne veut pas dire que je soutiens la perspective russe ou que je crois aux perceptions russes. Cependant, je soutiens l'idée que si nous ne sommes pas conscients de ces perceptions et perspectives, nous nous handicaperons stratégiquement et diplomatiquement, surtout lorsqu'il s'agit de mettre fin à tout type de conflit militaire ou violent. Les Russes disent « D'accord, vous voulez parler de l'expansion militaire. Regardons cela de notre côté. » Nous avons combattu et sommes maintenant à peu près exclusivement relégués aux 10 à 15% et de l'Ukraine. Nous n'avons pas avancé au-delà de cela. Nous avons tâtonné au début vers Kiev, mais nous nous sommes rapidement retirés. Nous sommes restés en grande partie dans ces deux zones de république dominées par les Russes. Donc, pendant que vous parlez de notre dérive de mission et de notre dérive militaire, les Russes regardent cela et disent « Voyons voir qu'avons-nous. Premièrement, nous avons l'Occident qui donne activement des armes à l'Ukraine pour mener cette guerre. Deuxièmement, nous les voyons donner plus d'armes à l'Ukraine pour continuer à mener cette guerre. Troisièmement, nous voyons des conseillers être envoyés en Ukraine pour former les troupes ukrainiennes à utiliser efficacement et avec une force meurtrière tous ces systèmes d'armes qui sont importés en Ukraine. Quatrièmement, nous avons eu des équipes de renseignement presque en permanence intégrées en Ukraine pour fournir les informations stratégiques et les données les plus efficaces concernant la capacité opérationnelle du côté ukrainien. Cinquièmement, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, certaines nations d'Europe centrale, orientale et occidentale ont commencé à discuter de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine pour soutenir les forces ukrainiennes. Enfin, au cours de la dernière semaine, ou des 2 dernières semaines, il a été question de permettre à l'Ukraine d'attaquer des cibles militaires légitimes à l'intérieur du territoire russe. Maintenant, je fais tous ces commentaires non pas pour dire qu'il est mal pour quiconque de faire ses arguments ou d'avoir des discussions à leur sujet, mais quand on regarde ces 6 étapes au cours des 2 dernières années et demie du point de vue russe, il est difficile d'ignorer leurs perspectives. Ils pourraient se demander, nous croyons à l'expansion militaire, mais de quel côté? Qui est celui qui s'approche de plus en plus des zones russes, des intérêts stratégiques russes, des objectifs militaires russes? Cela doit être remarqué parce que nous en avons toujours parlé de manière presque ésotérique et hypothétique, ce que la Russie pourrait faire si elle gagne en Ukraine. Pendant ce temps, la Russie observe des avancées réelles sur le champ de bataille qui, à leurs yeux, qualifient définitivement comme une expansion de mission militaire. Oui, et nous avons eu des conférences entières. Je me souviens, je pense que c'était à la fin de 2022 ou au début de 2023, semi-académiques parmi les think tanks qui ont effectivement produit des articles. Vous pouvez les trouver sur Internet, ils sont là. Ils ont discuté de sujets comme que faire de la Russie, si la Russie devait être démantelée, et quel devrait être l'objectif de l'Occident. Devons-nous fomenter un changement de régime en Russie, puis essayer de la démanteler? Tous ces concepts sont à découvert. Personne ne les cache. Je dirais que cela fait certainement partie de l'inquiétude que les Russes percevront probablement. Et non, probablement pas. Ils le font, parce qu'ils écrivent aussi activement à ce sujet. Tout cela est échangé. Nous avons des penseurs russes dans des groupes de réflexion et des universités russes qui disent « Oui, c'est existentiel.
C'est pourquoi ils disent que c'est existentiel. C'est pourquoi les Russes ne vont pas simplement plier bagages et rentrer chez eux, comme les Européens et les Américains ne cessent de le dire. Ils soutiennent que mettre fin à la guerre est à la portée des Russes. Ils pourraient simplement partir, et ce serait fini. Le point est que les Russes ne peuvent pas croire que ce serait fini. Par conséquent, ils croient qu'ils doivent continuer à se battre. N'est-ce pas? Non. Je pense que c'est parfaitement dit, parce que aujourd'hui même, et j'ai découvert cela littéralement par accident, cela ne reçoit vraiment pas beaucoup de publicité en Occident à travers différentes sources et chaînes médiatiques. Le président letton, Rinkevich, est sorti et a littéralement dit aujourd'hui, et j'ai sa citation, « Si la Russie a l'impression d'avoir gagné en Ukraine, alors la tentation sera pour elle de continuer. Et si elle a l'impression d'avoir été vaincue, le désir de vengeance serait vraiment fort. » Son point est que la sécurité de l'Europe est en danger pour de nombreuses années, voire des décennies. Mais cela est totalement passé sous silence en Occident. Cela m'étonne que si vous vous arrêtez et lisez cette citation lentement, vous vous dites « Attendez une minute. Qu'a-t-il dit exactement ?» Le président de la Lettonie a déclaré qu'il est incroyablement crucial de ne pas laisser la Russie penser qu'elle a gagné en Ukraine. Si la Russie a le sentiment d'avoir gagné, ses ambitions expansionnistes naturelles s'épanouiront et nous serons de nouveau confrontés au problème de son expansion au-delà de l'Ukraine. Cependant, il a également dit que nous devons être extrêmement prudents, car si la Russie a le sentiment d'avoir perdu en Ukraine, elle sera déterminée à se venger d'une manière ou d'une autre, en allant au-delà de l'Ukraine. En bref, on nous a avertis aujourd'hui que si la Russie gagne, c'est mauvais pour la sécurité européenne. Et si la Russie perd, c'est aussi mauvais pour la sécurité européenne. C'est en fait une analyse très perspicace. Mais la raison pour laquelle c'est important, c'est que les Russes verront cela comme un point significatif. Si j'étais russe, je diffuserais cette nouvelle partout dès lundi matin, surtout à leurs alliés comme la Chine, en termes de lignes d'approvisionnement pour continuer le conflit. Ils ont cherché un prétexte parce qu'ils ont dit depuis le tout début, et cela remonte à Maïdan. Nous ne parlons même pas de l'opération militaire spéciale d'il y a 2 ans et demi. Depuis Maïdan, ils ont toujours affirmé que l'intérêt occidental dans cette affaire n'a rien à voir avec l'ambition russe. Et cela n'a rien à voir avec l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de l'Ukraine. Du point de vue occidental, il s'agit de savoir si l'on peut affaiblir la Russie et la faire capituler de facto. C'est ainsi qu'ils interpréteront le commentaire fait aujourd'hui par le président letton. Il a littéralement dit que nous sommes tous en difficulté si la Russie pense qu'elle a gagné. Et d'ailleurs, nous sommes tous en difficulté si la Russie pense qu'elle a perdu. Donc si elle ne peut ni gagner ni perdre, où la laissons-nous aller? Oui, mais ce qui me semble étrange, c'est que le récit en Occident, dans les médias en général, est une version de ce que signifie gagner pour la Russie, que la Russie n'a en fait jamais dite. La Russie a très clairement déclaré à maintes reprises que ce qu'elle veut, c'est une zone tampon et la sécurité. Ils veulent la neutralité de l'Ukraine. Ils veulent s'assurer que l'Ukraine ne sera pas utilisée comme un bélier contre eux, comme c'est le cas actuellement. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est détruire la capacité de bélier de l'Ukraine, ce qu'ils font par cette guerre d'usure. C'est pourquoi ils n'ont aucun problème avec les Ukrainiens qui lancent une offensive, car cela ne fait que faciliter la destruction de tout l'équipement de l'OTAN, ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit à maintes reprises, c'est l'objectif. Nous ne voulons pas l'intégralité de l'Ukraine. Lavrov et d'autres ont dit,
Non, l'Ukraine occidentale, nous n'avons aucun intérêt. Je veux dire, si les Polonais la veulent, prenez-la. Je m'en fiche. En Occident, on a toujours l'impression que les Russes veulent avaler l'Ukraine et reconstruire l'Union soviétique. Mais ce n'est pas quelque chose que les Russes ont jamais énoncé. Donc, en un sens, ce que signifie gagner et perdre est différent pour chaque camp. C'est là que réside le pouvoir de ce récit, à propos de l'absorption de l'Ukraine et de la réémergence en tant que sorte de menace soviétique. Parce que ce que vous venez de dire a toujours été important pour la Russie. Ils veulent dire, écoutez, nous ne nous soucions pas de l'Ukraine occidentale. Honnêtement, beaucoup de Russes admettraient en privé qu'ils ne se soucient même pas vraiment de la partie orientale de l'Ukraine qu'ils occupent actuellement. Si vous nous garantissiez que l'Ukraine serait vraiment neutre en Europe de l'Est, selon notre compréhension, nous serions satisfaits. Leur véritable problème est l'idée que l'Ukraine soit complètement alignée avec l'Occident. Et quand vous dites « aligné », ils le considèrent comme un terme codé pour faire les volontés des États-Unis. Les États-Unis y installeront leur système d'armes, établiront des bases et stationneront des troupes. Cela les placerait à seulement quelques kilomètres de la frontière territoriale de la Russie. Les Russes sont catégoriques sur le fait qu'ils n'accepteront jamais cela. Si c'est la seule alternative proposée, les Russes ont toujours répondu en disant « Nous ne voulons pas entendre de l'Occident que nous n'avons pas à nous inquiéter de vous avoir juste à notre frontière, parce que l'Occident ne commence pas de guerre ou ne fait pas ce genre de choses. » Donc vous devriez vous sentir en sécurité. Et les Russes ont toujours dit « Non, nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous n'allons pas dans cette direction. » Donc, si vous n'allez pas laisser l'Ukraine être vraiment neutre et indépendante, peut-être que ce n'est pas un vassal de la Russie, mais ce ne sera pas non plus un vassal de l'Occident. Établissez-la vraiment comme un pays neutre et indépendant. Si vous ne faites pas cela, alors nous entrerons et nous nous battrons. Et c'est toujours ce dont il s'agit pour l'Occident. C'est le cas. Donc vous savez, pour moi, ce qui est frustrant dans tout cela, c'est qu'au début de cette guerre, quand nous avons parlé pour la première fois, je ne pouvais vraiment pas comprendre pourquoi la neutralité avait échoué pour l'Ukraine. C'était une solution tellement évidente, comme la plus évidente des solutions évidentes. J'ai essayé de réfléchir à cela jusqu'à ce que je réalise, mon Dieu, c'est l'Occident qui mène ce combat. L'Occident ne combat pas nécessairement la Russie. Il combat contre la neutralité de l'Ukraine pour s'assurer que cela ne se produise pas. Eh bien, et si je peux ajouter à cela, Pascal, nous revenons à la citation du président letton aujourd'hui. La raison pour laquelle c'est si puissant ce que vous venez de dire, c'est que l'Occident vous dira « Nous ne croyons tout simplement pas qu'il puisse jamais y avoir une Ukraine véritablement neutre et indépendante. La Russie la saperait toujours et exercerait son influence. » Mais la réalité du point de vue russe est différente. Vous demandez, pourquoi l'Occident ne voudrait-il pas qu'une Ukraine neutre et indépendante opère librement en Europe de l'Est? La Russie vous dirait sans détour, c'est parce que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Ukraine fonctionne autrement que comme un point de lancement très pratique. S'il y a jamais un conflit avec l'Occident, l'Occident aurait un avantage géographique, diplomatique et stratégique en ayant une présence très forte en Ukraine. Une Ukraine neutre et indépendante ne pourrait évidemment pas permettre cela pour l'Occident. Ainsi, la Russie a toujours vu cela comme une réponse et trouve du réconfort dans le fait qu'elle se battra pour cela. Si quelqu'un pense que la Russie se bat littéralement pour le Donbass, perdant des centaines de milliers de soldats juste pour occuper une tranche de terre orientale qui descend jusqu'à la Crimée,
ce n'est pas vraiment là que se trouve l'avantage stratégique pour la Fédération de Russie. C'est là où ils sont actuellement positionnés et occupent pour le moment. Mais l'objectif stratégique ultime n'a rien à voir avec cela. Maintenant, ce qui me frustre, c'est que les Russes disent cela depuis le début. Quiconque est prêt à écouter soit Lavrov, soit Poutine, ou peut-être pas Medvedev, parce que Medvedev est plus ou moins juste un incendiaire, aspergeant tout d'essence et y mettant le feu. Et l'Occident utilise ensuite cela pour dire « Regardez, ils sont tellement belliqueux. » Oui, c'est parce qu'il est. Bref. Mais les autres, ceux qui sont réellement responsables de la politique étrangère, ont tous dit « Nous devons nous asseoir et parler. » Même avant qu'ils ne commencent, vous vous souvenez, en décembre 2021, ces projets de traité qu'ils ont envoyés et que l'Occident a simplement rejetés, je ne sais pas quoi en penser. Donc, vous ramenez cela au problème de la montée militaire, n'est-ce pas? Les deux camps s'accusent en fait d'avoir des motifs au-delà de cette guerre. Par conséquent, c'est ici que nous nous battons. Eh bien, je pense que la raison pour laquelle cela reste beaucoup plus puissamment réel pour le côté russe est que, comme je l'ai mentionné au début de notre discussion, le côté russe peut pointer pas moins de 6 phases au cours des 2 dernières années et demie, où l'intensification et l'escalade de l'implication occidentale ont augmenté. Pendant ce temps, l'Occident ne peut pas pointer la Russie et dire « Vous essayez toujours de prendre le contrôle de Kiev. Vous essayez toujours d'occuper tout le pays. Vous essayez toujours d'utiliser le pays comme un tremplin vers la Pologne, la Hongrie ou les pays baltes. Ce n'est qu'une première étape dans votre effort pour rétablir l'Union soviétique. Les Russes peuvent soutenir qu'il n'y a pas de manœuvre militaire réelle pour appuyer cette théorie, mais ils peuvent montrer des manœuvres militaires de l'Occident qui semblent se rapprocher et augmenter le pouvoir et l'influence vers la Russie. Il y a même eu des personnes au Congrès des États-Unis qui ont parlé ouvertement de démanteler la Russie. Donc, se battre jusqu'à la mort pour un petit morceau de l'Est de l'Ukraine en vaut absolument la peine. Et vous devez interdire à la Russie d'essayer de le faire. Mais démanteler l'ensemble du pays de la Fédération de Russie serait acceptable? C'est ce qui pousse les Russes à cette propension où les gens en Occident plaisantent toujours sur le fait que les Russes sont paranoïaques. Et cette célèbre phrase « Ce n'est pas parce que vous êtes paranoïaque que certaines de vos peurs ne sont pas vraies » s'applique ici. Les Russes peuvent être paranoïaques dans certains cas, mais dans certains cas, ils peuvent avoir raison sur ce qu'ils voient sur le terrain, compte tenu de ce conflit en ce moment. Si j'étais un Russe dans la cinquantaine ou la soixantaine, je me souviendrais de l'Union soviétique. Je me rappellerais avoir vécu dans un État qui s'est effondré contre la volonté de l'Union soviétique. Les États-Unis ont déclaré de manière célèbre qu'ils ne devraient pas se désintégrer. Il y a eu un discours très célèbre à la Rada ukrainienne où George Bush Senior, en août 1991, les a exhortés à ne pas se séparer. Malgré cela, l'Union soviétique s'est dissoute 3 mois plus tard, même si les États-Unis ne voulaient pas que cela se produise. Maintenant, nous avons des sénateurs américains importants qui disent que nous devrions démanteler la Russie. Je penserais que cela est en fait dans le domaine du possible. Je l'ai vu se produire une fois dans ma vie. Ce serait ma réaction. Mais encore une fois, pour rester cohérent de mon côté, le problème que cela présente est significatif. En 1991, des Russes honnêtes vous diraient que l'effondrement de l'Union soviétique n'était pas uniquement une manœuvre occidentale.
Certains groupes et analystes occidentaux aiment maintenant s'attribuer le mérite de l'effondrement de l'Union soviétique, affirmant que c'était purement une planification stratégique américaine sur des décennies. Cependant, la plupart des Russes ne le voient pas de cette manière. Ils considéreraient toute tentative actuelle comme un effort externe qui ne profite pas à la Russie. Cela signifierait simplement que vous voulez voir cela se produire parce que vous voulez que la Russie soit toujours dans un état affaibli et ait une place de moindre importance sur la scène mondiale. Pour les Russes, cela conduit finalement à la croyance que tout ce qui a été dit à l'Ukraine, que ce soit de l'UME, de l'OTAN ou des États-Unis depuis le début de l'intervention militaire, n'a jamais réellement concerné l'Ukraine. Il a toujours été question de ce que l'Occident peut faire pour saper la position de la Russie sur la scène mondiale. Que peut-on faire pour que la Russie se sente moins en sécurité, moins puissante et moins influente? La Russie combattra cela jusqu'à la fin des temps. Oui, et à cette fin, les États-Unis et l'OTAN ont accompli beaucoup de choses, n'est-ce pas? Même juste ce grand fossé qui est en train de se creuser entre la Russie, les Allemands, les Français et le reste des Européens. Cette retombée politique prendra des décennies, voire un demi-siècle, à réparer. Réparer les liens entre la Russie, l'Allemagne, la France, etc. prendra vraiment beaucoup de temps. Stratégiquement parlant, c'est très bénéfique pour les États-Unis. Pour nos affaires, oui, nos affaires vont très bien. Notre entreprise se porte très bien. Il y a autre chose que j'aimerais aborder. Lorsque vous parlez de la trajectoire à long terme de cette situation et des conséquences potentielles, je suis également fasciné par un autre aspect. En plus de mon travail sur l'ex-Union soviétique, je travaille beaucoup avec la Chine. La Chine a littéralement été la bouée de sauvetage dont la Russie avait besoin dans ce conflit. Cela a rendu l'Occident très frustré. L'Occident pensait honnêtement que tant qu'ils étaient autorisés à continuer de soutenir l'Ukraine, la Russie n'escaladerait pas le conflit en une véritable confrontation militaire internationale, où toute personne aidant l'Ukraine devient une cible pour les armes russes. Parce que si vous aidez l'Ukraine, cela signifie que vous nous tuez. Par conséquent, nous devrions vous considérer comme une cible légitime. La Russie ne l'a pas fait, soyons clairs. La Russie ne l'a en fait pas fait. Cependant, il manquait des bons types de munitions, d'armes et de fournitures. Donc l'arrivée de la Chine et la fourniture d'une bouée de sauvetage ont été problématiques pour l'Occident. C'est comme une course pour voir qui peut continuer à approvisionner l'autre camp le plus longtemps. L'Occident approvisionnant l'Ukraine ou la Chine approvisionnant la Russie. Je ne suis pas sûr que les États-Unis soient confiants de pouvoir surpasser la Chine en termes de cette image ou perception de volonté. Mais je dois vous poser cette question, car à ma connaissance, la Russie produit tout l'armement essentiel, en particulier les obus d'artillerie, sur le plan national. Donc, quand vous mentionnez une bouée de sauvetage de la Chine, je comprends que le commerce avec la Chine est important, bien sûr. Certains biens technologiques sont cruciaux. Par exemple, j'ai eu une discussion avec un expert en matériel militaire, qui sera publiée soit avant, soit après celle-ci. Probablement avant. Il a mentionné que la seule chose que les Russes ne produisent pas suffisamment en interne, ce sont les microprocesseurs. Ils utilisent des microprocesseurs de 28 nanomètres provenant de Chine, ce qui est significatif. Cependant, en termes d'échelle de soutien pour la guerre, cela semble être à des niveaux complètement différents. Ou faites-vous également référence à d'autres types d'armements? Eh bien, je pense que vous avez raison. Mais nous devons également comprendre qu'ils sont à des niveaux physiques complètement différents. Cependant, les niveaux de perception sont assez équivalents. Si l'Ukraine n'avait pas le soutien physique qu'elle reçoit actuellement,
la guerre serait déjà terminée et probablement pas en faveur de l'Ukraine. La Russie n'a pas besoin de ce type de soutien physique de la part de la Chine, sauf dans certains des domaines importants que vous venez de mentionner. Mais l'idée de se sentir complètement isolé, surtout en comparaison avec la société occidentale qui s'aligne contre la Russie, est significative. Avoir la Chine, parce que la Chine s'est progressivement rapprochée de la Russie au cours des 2 dernières années et demie, sa position a changé de manière significative. En 2022, la Chine aurait pu considérer certaines des préoccupations de la Russie comme des délires paranoïaques. Cependant, en 2024, la Chine voit ses préoccupations différemment. Elle ne semble plus paranoïaque ou délirante. La Chine croit maintenant que l'influence et le levier de l'Occident ne sont pas non plus bénéfiques pour les intérêts chinois. Et parce que lorsque cela a commencé, si vous vous souvenez, vous et moi en avons parlé auparavant. Il y avait beaucoup de discussions au cours de la première année et demie du conflit. Les gens disaient que l'Occident était fortement motivé, non seulement pour contenir la Russie, mais aussi pour envoyer un message à la Chine. Le message était « Et ne regardez pas l'Ukraine comme une sorte de leçon sur Taïwan. À moins que vous ne vouliez tirer la leçon que si vous devenez un peu agressif envers Taïwan, l'Occident réagira de la même manière qu'il l'a fait en Ukraine. Et vous ne voulez pas cela, alors vous laisserez Taïwan tranquille. » Si c'est la leçon que vous allez en tirer, soyez notre invité. Prenez cette leçon. Mais je pense qu'au lieu de cela, ce qui s'est passé est tout à fait le contraire. Je pense que la Chine a regardé cela maintenant et dit, en fait, je pense que vous essayez de nous envoyer un message, tout comme ce dont les Russes ont eu peur depuis le début, ce que nous aurions pu penser être un peu paranoïaque au début. Maintenant, peut-être pas tant que ça. Peut-être que toute cette affaire ne concerne pas l'intégrité ou la souveraineté ukrainienne. Il s'agit de savoir à quel point vous pouvez punir la Russie. Et c'est pourquoi vous ne vous souciez pas de savoir si la Russie gagne ou perd, tant que vous pouvez toujours créer un argument, comme l'a dit le président letton, pour continuer à punir la Russie. Donc ils disent, si vous pensez que c'est la leçon à tirer pour nous, nous l'apprenons et nous l'examinons très attentivement. Nous ne pensons pas que vous protégerez Taïwan en fonction de la souveraineté ou de l'intégrité taïwanaise. Nous pensons que vous ne saisirez cette opportunité que si vous pensez pouvoir nous punir parce que vous êtes préoccupés par notre position croissante dans la communauté mondiale. Et ce n'est pas une bonne conclusion à tirer de cette situation. That's not a good thing to be taking from this conflict. And you know, the one thing that I've Et vous savez, une chose que j'ai fini par comprendre en analysant ces situations, c'est qu'il faut considérer pourquoi les dirigeants occidentaux disent ce qu'ils disent à propos d'autres pays. Pourquoi penseraient-ils que la Chine pourrait regarder l'Ukraine et tirer des leçons pour Taïwan? Eh bien, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes regardent ce conflit et tirent des leçons pour Taïwan. De plus, il y a des choses qu'ils ne mettent pas en avant publiquement. Par exemple, à Taïwan, nous avons maintenant des soldats américains. Je pense qu'ils sont officiellement appelés instructeurs, mais ce sont des soldats américains stationnés à Kinmen. Pour ceux qui regardent en ligne, veuillez rapidement chercher sur Google où se trouve Kinmen. C'est une autre île, à seulement 5 km 3000 de la côte de Xiamen, sur le continent. in front of Xiamen, like the mainland, and Kinmen belongs to Taiwan, and China has respected. Et Kinmen appartient à Taïwan. La Chine a respecté cela pendant les 50, 60, 70 dernières années. Ils ont eu une guerre là-bas en 49 et 50, mais elle s'est arrêtée. Depuis lors, cela a été respecté. Kinmen obtient son approvisionnement en eau de Xiamen. Il n'y a pas de troupes militaires américaines là-bas. Si vous faites cela, c'est assez escalatoire envers la Chine.
Mais si vous construisez le récit que la Chine agit maintenant à Taïwan de la même manière que la Russie en Ukraine, alors c'est très pratique pour la façon dont vous pouvez réagir. Mon analyse est que les leçons tirées de l'Ukraine sont appliquées à Taïwan par le côté américain. Mais comment le voyez-vous? But how do you see Well, it? and I think part of this is still, and we've talked about this at length in the past. But Et je pense qu'une partie de cela est toujours pertinente, et nous en avons longuement parlé dans le passé. Cela est souvent négligé, étant donné où je me trouve, à seulement 15 minutes de DC avec mon université. La réalité est qu'il y a encore beaucoup de prestige. Même si les gens en dehors des États-Unis pourraient penser qu'une telle naïveté ne peut vraiment pas avoir lieu dans les couloirs du pouvoir, l'idée persiste que les autres pays ne devraient pas s'inquiéter de ce que nous faisons parce que nous sommes une démocratie stable, mature, éprise de paix et que nous n'interférons pas avec les autres nations. Cela a encore du poids à DC. Je vous le promets, cela a encore beaucoup de poids à DC. Pourtant, pour ceux d'entre nous, surtout dans votre position, Pascal, nous savons combien ça ne passe pas à l'extérieur des États-Unis. C'est une illusion. C'est une auto-illusion. Donc vous dites que beaucoup de gens à Washington croient en cette version de la réalité. Version of reality. They believe that there's always this certain thing of whether we're reacting. Ils croient qu'il y a toujours cette question de savoir si nous réagissons ou si nous sommes proactifs avec notre pouvoir militaire, stratégique et diplomatique. C'est toujours pour une bonne cause. C'est toujours pour le bon côté. Par conséquent, vous devriez toujours réagir positivement à tout ce que les États-Unis entreprennent au-delà des frontières. C'est bien si vous êtes un pays qui s'aligne sur les intérêts américains. Mais si les intérêts de votre pays ne s'alignent pas sur ceux des États-Unis, vous n'allez évidemment pas adhérer à ce genre de vision du monde ou de mythologie diplomatique. Pour la plupart, les États-Unis peuvent s'en tirer parce que, franchement, ils ont plus de leviers et de pouvoir que presque n'importe quel autre pays. C'est le pays le plus puissant de la Terre, militairement et économiquement. Il a été surpassé en termes de pouvoir d'achat par la Chine, mais selon d'autres critères, les États-Unis restent le leader incontesté. C'est clair. Et cela, en soi, répond à beaucoup de questions pour des pays comme la Russie ou la Chine. Il pourrait demander, la mythologie que vous professez est-elle la véritable vérité? Ou est-ce que Pascal vient de dire? La véritable raison pour laquelle vous vous en sortez avec cette mythologie est que vous avez encore une place si importante en termes de pouvoir d'achat, de puissance économique, de progrès technologique et de puissance militaire. Ce ne sont que des calculs réalistes classiques de la puissance personnifiée. Cela n'a rien à voir avec la soi-disant bonté d'un pays par rapport aux bontés d'un autre. The fascinating thing to me is that this type of analysis that we are giving. Ce qui me fascine, c'est que ce type d'analyse que nous donnons ici est une opinion minoritaire en Occident. Il y a une opinion majoritaire qui adhère au récit illusoire sur la manière dont les États-Unis agissent et ce qu'est l'OTAN. Il est vrai que de nombreux pays comme la Pologne, les pays baltes et la France sont très belliqueux et insistent sur le fait que l'OTAN est la chose la plus importante et la meilleure au monde. Ils appartiennent à cette bulle épistémique. Ensuite, il y a d'autres personnes en dehors de cette bulle, y compris les Chinois, les Russes et aussi les Indonésiens. L'Asie du Sud-Est, les Africains et les Latino-Américains n'y adhèrent pas non plus. Ce groupe perçoit tout comme, si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vraiment accepter une position neutre. Et ils ressentiront toujours, dans ce cas particulier, que la Russie a effectivement envahi l'Ukraine.
in terms of strategic diplomacy. Pour les personnes du côté de la diplomatie des États-Unis et des intérêts de sécurité nationale, c'est toujours la carte ultime à jouer. Même si vous étiez nerveux à propos des ouvertures de l'OTAN vers l'Ukraine, ou de certaines promesses de l'UE envers l'Ukraine, ou si vous n'aimiez pas certains discours du Congrès des États-Unis sur la Russie contre l'Ukraine, la réalité est que vous avez envahi. In regards to Ukraine, the reality is you invaded. And as soon as you invaded, that eliminated... Dès que vous avez envahi, cela a éliminé toute position que vous aviez. C'est dans l'esprit des Américains. Dès que vous envahissez, vous n'avez plus aucune légitimité morale. C'est parfois comme cracher dans un typhon, mais les Russes ont toujours des intérêts stratégiques. Ils ont toujours des positions diplomatiques qu'ils doivent faire avancer. Que vous aimiez ou non le fait qu'ils aient envahi il y a 2 ans et demi est sans importance pour ses intérêts et objectifs. C'est similaire à quand le président letton dit « Nous devons maintenir la Russie faible si elle gagne, et nous devons maintenir la Russie faible si elle perd. » Et Zelensky a littéralement été en tournée de relations publiques effrénée pendant 2 ans et demi pour continuer à obtenir plus de soutien parce qu'il sait mieux que quiconque, même s'il ne l'admettra pas publiquement, qu'il y a toujours cette troisième option, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la victoire ou la défaite, peut-être que c'est juste une impasse où nous sommes en ce moment. Rester là pour l'éternité. Pour lui, ce serait une défaite parce que la partie actuellement occupée dans l'est de l'Ukraine suivrait simplement le chemin de la Crimée. Et cela signifie qu'il perde. Donc il ne peut pas permettre cela non plus. Je veux dire, après des centaines de milliers de morts et 2 ans de guerre, je ne vois pas comment quoi que ce soit qui en résulte peut être une victoire pour l'Ukraine, à moins qu'ils ne parviennent réellement à expulser complètement la Russie. Mais un bon collègue à moi, Heinz Gärtner, a dit un jour, « Regardez, l'Ukraine sera soit définitivement neutre, soit définitivement divisée. » Et il semble que l'Occident opte plutôt pour la deuxième option que pour la première, tout en essayant de convaincre les gens qu'ils optent pour la première. While trying to convince people they're for option number 1. Yeah. But just hoping they can Mais ils espèrent juste pouvoir tromper les gens en leur faisant croire qu'ils étaient pour l'option numéro 1 et qu'ils ont été contraints de choisir l'option 2. Toutes leurs manœuvres réelles ont en quelque sorte imposé l'option 2. C'est juste comme ça. Nous avons cette impasse, et vous avez tellement d'expertise et tant de publications fantastiques traitant de la neutralité et de la diplomatie. Cela doit être fresque la diplomatie, la compréhension de ce qu'est la diplomatie, la négociation et la résolution des conflits disparaît dans le conflit en Ukraine. Parce qu'en ce moment, après tout ce temps et toutes ces morts, les 2 camps restent sur leur position. L'Ukraine dit « Voici notre négociation. Nous mettrons fin à cela lorsque la Russie retournera simplement en Russie et rendra tout ce qu'elle a pris. » Et la Russie dit « Non, ce n'est pas une négociation. C'est une annulation. » Vous dites que cela se termine si nous négocions notre annulation de ce que nous avons passé les 2 dernières années et demie à faire. Ce n'est pas comme ça que se passent les négociations de guerre. Ce n'est pas comme ça que se font les accords de cessez-le-feu. Jusqu'à présent, il a été très intriguant et tout aussi frustrant de voir que l'Occident, en particulier les États-Unis, a pratiquement soutenu cette position. Il dit « Oh non, nous pouvons faire venir les Russes pour des négociations, tant que, à la fin, les Russes capitulent en annulant tout ce qu'ils ont fait au cours des 2 dernières années et demie et retournent simplement dans leur pays. » Les Américains ne sont pas stupides. Ils savent que cela pourrait être la seule et unique chance de créer une révolution en Russie en ce qui concerne Poutine. Si vous perdez toutes ces personnes et passez tout ce temps, et qu'à la fin vous devez simplement dire « Désolé mon erreur », et oublions cela.
Well, sorry, my mistake. Let's go back and just forget about this. Vous savez, je reviens souvent au Japon, parce que la manière dont la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée et terminée ici est assez instructive. Ce que les États-Unis et l'Occident exigent actuellement comme fin négociée est essentiellement une capitulation. Ils ont également exigé une capitulation du Japon. Avant que les bombes ne soient larguées sur Hiroshima et Nagasaki, le Japon voulait négocier et sauver la face. Cependant, les États-Unis ont insisté sur une capitulation inconditionnelle. Ils ont largué 2 bombes atomiques et bombardé Tokyo, demandant au Japon s'il était prêt à capituler. En fin de compte, le Japon a capitulé sur l'USS Missouri. Dans ce cas, la demande est également pour une capitulation russe dans cette guerre, mais sous le couvert de la négociation. Mais c'est la seule chose que les gens n'accepteront pas aux États-Unis. Et pourtant, j'ai trouvé que presque chaque homme, femme et enfant en Russie y croit fermement. Disons un instant que cela se produise et qu'il y ait finalement une capitulation russe. La réalité est que le récit américain sera « Eh bien, nous avons forcé cette capitulation parce que la Russie a envahi l'Ukraine. C'est pourquoi nous avons forcé la capitulation. » La Russie vous dira « Nous avons envahi l'Ukraine parce que l'Occident était de toute façon toujours déterminé à nous faire capituler. » Le but principal de ce que l'Occident voulait faire en Ukraine, que la Russie envahisse ou non, était de faire capituler la Russie. Cela crée une situation très dangereuse avec 2 interprétations complètement opposées de la raison pour laquelle la capitulation est nécessaire. Les Américains insistent sur le fait que, parce que la Russie a envahi l'Ukraine, elle doit capituler. Les Russes, en revanche, croient que l'Occident visera toujours leur capitulation. Donc ils ne peuvent pas le permettre. Ils ne peuvent pas le permettre parce qu'ils croient que l'Occident est toujours après cela. Et narrativement, c'est vraiment intéressant. Vous vous souvenez de la première année de la guerre, lorsque les mots « invasion russe » étaient toujours précédés de « non provoqué ». Oui, vous le révélez vraiment. Eh bien, c'est un sujet fascinant pour les historiens à discuter. Vous savez, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. La Russie est absolument convaincue que ses actions étaient justifiées. Si vous voulez vraiment les offenser et les rendre furieux, dites simplement que leur invasion était non provoquée. Ils réagiront fortement en disant « Comment osez-vous dire que ce que nous avons fait il y a 2 ans et demi était non provoqué ?» Les Américains ont toujours été très stratégiques à ce sujet. Ils argumentent « L'Ukraine a-t-elle envahi la Russie? L'Amérique a-t-elle envahi la Russie? Non, mais vous avez envahi l'Ukraine. Donc, c'est non provoqué. » Ils définissent étroitement ce que signifie provocation et poussent constamment ce récit. Cela rend les Russes fous et alimente leurs accusations d'être légèrement paranoïaques. Ce qui me rend fou, et les gens comme nous en Occident, c'est que c'est une insulte à notre intelligence d'essayer de discuter à partir de ce récit. Mais je vous assure, il est extrêmement difficile, presque au point d'être impossible, de discuter même avec des collègues dans le milieu académique qui sont profondément enracinés dans cette version de la réalité. Chaque fois que vous les confrontez avec quelques contre-arguments, ils se mettent immédiatement en colère et changent ensuite de sujet. Ils pourraient dire « Mais les Russes utilisent tellement de force » ou « Mais Buka » ou « Mais SS ». C'est une façon d'éviter de penser à toutes les provocations qui ont eu lieu auparavant, et ainsi de suite. C'est intéressant parce que je pense que vous pouvez en fait voir quand vous regardez plus en profondeur que vous devez savoir lire le russe pour comprendre cela. Malheureusement, ces nuances ne sont pas toujours traduites dans les médias américains. Tout le monde pense toujours que c'est une question de territoire.
En termes de ce qui peut permettre de véritables négociations, l'Ukraine est catégorique devant les audiences occidentales. Zelensky insiste toujours sur le fait qu'ils doivent récupérer tout leur territoire. Tout le monde pense que c'est le point de blocage. Le point de friction est que les Russes ne rendront pas le territoire qu'ils détiennent actuellement. Cependant, si vous lisez la documentation, vous pouvez voir une petite marge de manœuvre, une porte légèrement ouverte, diplomatiquement parlant. Cela suggère que si l'Ukraine signait un accord légitime, reconnu par la communauté internationale, cela pourrait établir un statut contraignant pour le territoire. Cet accord impliquerait le concept d'indépendance neutre ou de neutralité indépendante, garantissant que l'Ukraine ne serait plus, selon les termes de la Russie, un vassal de l'Occident. Je pense qu'il est possible que la Russie rende le territoire de l'Est de l'Ukraine. Je ne sais pas pour la Crimée. La Crimée est un peu plus difficile, à la fois historiquement et culturellement. Mais l'Est de l'Ukraine, je pense qu'il pourrait le récupérer. Je le crois vraiment. Cependant, l'Ukraine devrait être prête à dire « Nous n'allons pas essayer de rejoindre l'OTAN ou quelque chose comme ça. Nous n'autoriserons pas les pays occidentaux à mettre des troupes ou des armes nucléaires sur notre territoire visant la Russie. » S'il y avait un accord solide et contraignant où il faisait littéralement cela, ce serait plus important que les républiques de l'Est. Absolument d'accord. Et je pense qu'il y a des gens qui diront, de l'autre côté, que c'est illusoire, parce que la Russie ne fera plus jamais confiance à l'Occident et ne fera plus jamais confiance à l'Ukraine. Je pense que c'est un argument légitime. Mais nous avons un merveilleux précédent pendant la guerre froide, avec tous les accords sur la réduction des armes. Même des traités sur les missiles balistiques ont été conclus, n'est-ce pas? Comment ont-ils été conclus? Vous apposez votre signature sur un morceau de papier, et dans ce document, vous définissez également comment vérifier que cela se passe. Ensuite, vous envoyez des personnes comme Scott Ritter pour vérifier ce qui se passe. Donc, si vous pouvez conclure un accord vérifiable avec des parties indépendantes, des institutions de contrôle et des mécanismes, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne. Et nous l'avons fait pendant 8 ans. J'essaie toujours de rappeler cela aux gens. Pendant 8 ans, la stratégie de la Russie n'était pas d'annexer ces territoires. C'était de garder ces territoires à l'intérieur de l'Ukraine, pour s'assurer que sur un équilibre électoral, l'Ukraine serait politiquement neutre en raison du pouvoir de vote du peuple ukrainien à l'intérieur de l'Ukraine. Cela avait beaucoup de sens. C'était un mouvement stratégique. L'une des choses les plus importantes dans tout type de négociation diplomatique pour les diplomates et non les chefs militaires est de comprendre non seulement ce que l'autre partie veut, mais aussi ce dont elle a besoin. En ce moment, je trouve incroyablement dangereux qu'aucune option ne soit laissée ouverte. Actuellement, le point de vue des négociations diplomatiques de l'Occident, en termes de fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, est que la Russie doit rendre tout le territoire qu'elle occupe actuellement, y compris la Crimée, qui ne fait même pas partie de cette guerre. Donc, cela est significatif en soi. Et il faut, entre guillemets, ne pas se soucier de savoir si l'avenir de l'Ukraine inclut l'adhésion à l'OTAN. Maintenant, si c'est votre point de vue diplomatiquement parlant en Occident sur ce que la Russie doit faire pour mettre fin à cette guerre, alors vous dites essentiellement à la Russie de dire à son propre peuple que peu importe le nombre de centaines de milliers de soldats russes qui sont morts, toute cette affaire n'était qu'une erreur et c'est de notre faute. Nous sommes désolés. Veuillez nous pardonner. Cela ne va pas arriver. Aucun pays ne va faire cela.
et c'est littéralement la position diplomatique de l'Occident en ce moment. Je pourrais comprendre si c'était la position militaire de l'Occident. Ce serait alors la posture militaire. Ensuite, ce serait aux diplomates de dire « Ok, comment puis-je transformer cela en quelque chose avec lequel les deux parties pourraient être mécontentes mais vivre ?» N'est-ce pas la solution diplomatique ultime? Nous sommes tous les deux mécontents, mais nous pouvons vivre avec. Ce n'est pas la façon dont ils parlent en ce moment. No, Et c'est dangereux. Le fait est que c'est une vision du monde néoconservatrice qui est absolument dominante, et celle-ci prône la domination à tout prix. Maintenant, le seul espoir que j'ai réside en fait dans ce sommet de la paix en Suisse, qui ne va clairement pas produire la paix. Pour moi, le terme est mal choisi. Ils auraient dû l'appeler le sommet du processus de paix, parce que ce sera la première fois que l'Occident se réunira et discutera de la paix, y compris les Hongrois, qui ne sont pas d'accord avec la façon dont cela se passe. Cela pourrait conduire à un adoucissement de ce point de vue. C'est le seul espoir que j'ai. and then You could be all it right. over again. Maybe you could be right, and I wouldn't be entirely Peut-être que vous avez raison, et je ne serais pas entièrement surpris s'il y avait un petit groupe au sein des principaux acteurs occidentaux disant « Je sais que ce n'est pas ainsi que Zelensky présente ce sommet de paix, mais peut-être qu'officieusement, en coulisses, ce sommet de paix consiste vraiment à comprendre comment nous changeons nos positions rigides afin qu'il y ait quelque chose avec quoi travailler en aller-retour avec la Fédération de Russie. Si nous ne faisons pas cela, ça ne finira jamais. » Yeah. So it will. It's the only hope. I mean, it could be that Switzerland will be. C'est le seul espoir. Je veux dire, il se pourrait que la Suisse ne soit qu'un autre coup de pub. Et nous sommes tous solidaires de l'Ukraine, ce qui serait inutile. Il se pourrait que quelque chose en ressorte qui puisse être transmis, ou peut-être même passer à la Chine, afin qu'ils puissent initier une nouvelle série de discussions. Oui. Matthew Croston, c'était une discussion fantastique et très intéressante. Merci beaucoup pour votre temps. A very interesting talk. Thank you very much for your time. Toujours un plaisir, Pascal Lotas. Merci.